J'aimerais bien revenir avec toi sur une notion dont on a discuté lors de l'épisode de l'âme. Tu nous avais expliqué qu'il ne faut pas confondre sensibilité et âme. Et moi, ça me fait penser à la question du corps et le rôle de notre corps lorsqu'on est dans une démarche d'une meilleure science de soi. Et ça m'interroge parce que moi, j'ai vraiment fait l'expérience parfois comme si mon corps savait mieux que mon mental qu'une situation n'était pas juste, qu'une direction n'était pas la bonne. Et j'habite maintenant mon corps vraiment un peu comme une boussole. Mais je crois que toi, tu ferais une distinction un peu plus précise entre le lien du corps, de l'âme, et puis aussi du mental, ou disons de l'intellect. Je pense qu'effectivement, tu parles de la distinction entre l'activité mentale, cérébrale, et le corps. Et nous, en Occident en particulier, on a tendance à considérer que c'est le cerveau qui sait. Et tu as raison, on a des informations qui viennent de manière beaucoup plus directe, beaucoup plus spontanée, comme des émergences, y compris sous forme de symptômes, et qui parlent d'une autre réalité. Là où je dirais les choses un peu différemment de ce que tu dis, je dirais pas que c'est le corps qui nous dit, je dirais que c'est l'âme qui dit à travers le corps. Et que justement, je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais la capacité de l'âme, c'est de percevoir. La capacité du corps, c'est de ressentir. Et quand il y a un ajustement entre les deux, le corps traduit ce qu'on perçoit, y compris dans le foie qui se met en colère, dans les poumons qui se mettent à avoir du chagrin, etc., dans la rate qui ressasse, enfin toutes choses aussi qui sont très intéressantes du côté des médecines énergétiques, qui accordent beaucoup d'attention fine et subtile à la spécificité justement de tout ce qui se passe dans le corps. Et on voit bien que c'est un langage. Ce langage est très structuré comme ce qu'on disait à propos des axes de la parenté. C'est une grammaire. Ça a vocation de dire quelque chose, de traduire, d'interpréter quelque chose de notre rapport à la réalité. Et si on se fie au cerveau pour analyser le réel, on est comme quelqu'un qui regarde un film dans une salle de cinéma et qui croit que ça parle de la réalité, qui confond l'écran et puis la réalité. Donc le corps est un extraordinaire auxiliaire. Et là où ça dépasse effectivement la question de la sensibilité, c'est que parfois ça fait mal. Ça fait même parfois peur tellement ça fait mal. Être malade, être blessé, être souffrant, être confronté aux limites du corps, c'est une épreuve pour tout le monde. Mais c'est aussi l'endroit où justement on peut voir, parfois, pas toujours bien sûr, c'est pas systématique, mais certains en tout cas arrivent à transformer cette adversité, à repousser les limites de ce que le corps traduit comme expérience du réel, pour le faire passer à un autre plan, comme si d'une certaine manière on trouvait une ouverture pour arriver à un autre possible, à une autre mise en jeu de notre manière d'être au monde. Donc de ce que je comprends, c'est essentiel d'être attentif à ce qui est exprimé à travers notre corps, des symptômes, des sensations. Et en même temps, c'est important de ne pas confondre ou se confondre avec le symptôme en lui-même. C'est ça. La question n'est pas de résoudre. La question n'est pas de résoudre cette chose qui émerge à travers le corps pour l'empêcher de parler, pour en réduire l'inconfort ou en annuler l'existence. Il s'agit d'entendre ce dont ça parle. Et parfois ça prend du temps, parfois c'est tellement enfoui, c'est dans des circuits labyrinthiques, on est aussi bien de la mémoire que du corps ou des tripes. De faire patiemment ce chemin qui a à voir avec une sorte de labyrinthe finalement, jusqu'à ce que la lumière soit et que du coup le symptôme peut se dénouer. Ça m'a beaucoup frappé au début quand je travaillais en psychogénéalogie, de voir que quelqu'un qui avait par exemple une douleur récurrente et permanente depuis longtemps au niveau de la nuque, on se mettait à travailler sur une personne de l'arbre, et ça lâchait comme un élastique qui se détend, et c'était fini. Une chose qui durait depuis des années. J'ai pas touché cette personne, j'ai jamais mis le doigt sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé ?
une mémoire, un lien s'est transformé. Quelque chose qui, d'une certaine manière, insistait ou était bloqué pour se dire, a été pris en considération, et là, ça change. Et ça fait la différence entre la sensibilité, qui est une sorte de porosité finalement à ces événements qui nous arrivent, à ces informations qui nous arrivent. Mais la sensibilité ne suffit pas. Il faut dépasser la sensibilité, aller plus loin, garder son désir intact, d'apprendre de ce qu'il essaye de dire derrière. Et là, c'est l'âme qui parle et c'est l'âme qui perçoit. Mais c'est bien, en fait, tu as anticipé ma question suivante parce que j'ai l'impression que ce qui est aussi essentiel dans cette distinction et un moyen de ne pas confondre ce qui est exprimé à travers le corps, comment est-ce qu'on peut élaborer du sens à partir de ça et ensuite s'orienter et agir éventuellement. C'est aussi une question de temps, oui, comme une espèce de distance et de patience, comme tu le disais. Et je crois que c'est quelque chose d'assez difficile aujourd'hui de non seulement être à l'écoute de ce qui est exprimé à travers le corps et non pas de ce que le corps nous dit, et ensuite de ne pas se précipiter en réaction en fait à ce qui se dit, ce qui est exprimé, et de laisser le temps, le corps, l'âme, d'élaborer en fait à partir de ces symptômes. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose qu'il est nécessaire d'ajouter ou est-ce qu'on s'arrête là ? Je voudrais ajouter qu'il est important d'être vigilant par rapport à la tentation du soulagement. Je dis depuis toujours qu'il faut essayer toujours de réduire la souffrance, au moins dans une limite qui soit acceptable, dans le sens où elle n'empêche pas de penser. On peut avoir la cheville en entorse, on peut avoir le bras cassé ou mal à la tête ou n'importe, et rester présent à soi-même. Si on a mal au point de hurler en permanence, ça parasite trop, ça prend trop d'espace, si on peut dire, dans nous. Donc le soulagement, c'est légitime qu'on l'espère, c'est dramatique si on s'y arrête. Parce c'est le principe de la torture, pour que ça s'arrête, même une fraction de seconde, parce que ça devient inimaginable que ça dure tout simplement, on est prêt à tout pour cette seconde de soulagement. On vendrait père et mère, qui n'est pas une expression innocente d'ailleurs. Alors que non, là il s'agit de trouver des moyens de soin pour persévérer dans son projet de conscience, mais de considérer là encore le corps comme une sorte d'esquif, de bateau, avec lequel on fait la traversée. Bien sûr que s'il y a des voies d'eau, on colmate, parce que sinon on ne pourra pas faire le voyage. Mais on ne comprend pas le voyage et le bateau non plus. Comme la barque derrière nous. Voilà, donc je dirais, c'est de même qu'il ne faut pas confondre la sensibilité comme ayant un statut équivalent à celui de l'âme. Il ne faut pas confondre le légitime désir de soulagement, parce que ça n'a pas de sens de souffrir inutilement, avec la nécessité de faire quelque chose de ce qui nous fait souffrir. Ça, c'est vraiment la position assumée de la recherche, pas de la recherche en blouse blanche qui serait, disons, dans une arrogance détachée du sujet, mais vraiment de faire quelque chose de sa vie, tout simplement, et de ses gènes et de son histoire. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous y voyez un peu plus clair entre l'âme, le corps, l'intellect, comment est-ce que toutes ces entités qui font partie de vous vous permettent de cheminer, de naviguer, pour reprendre la métaphore de la barque. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire, ça nous encourage beaucoup, toutes les trois, parce qu'on n'est pas que deux. Il y a aussi Ingrid qui est derrière la caméra et qui porte ce projet avec nous, et ça nous fait très plaisir. Et on se dit à très bientôt.